Bon, bonsoir, merci d'être ici. Je suis très heureux d'être ici avec ce film. Je dois remercier Christophe pour permettre la sortie du film en France, qui est très important pour moi. C'est très important pour les films, pour l'histoire du film aussi. Christophe a déjà beaucoup parlé de ma vie, de mon travail. Ça que je veux dire après la séance, si vous voulez, je viens ici pour parler avec vous un peu sur le film. Excusez-moi pour mon mauvais français. Bon, les choses que je pourrais dire, c'est une chose qui est déjà dit, qu'on a resté pendant 5 années en production pour faire ce film, parce qu'on a travaillé dans la technique d'animation classique, en train de faire les dessins sur papier. Et on a été un petit groupe, plus ou moins 25-30 personnes en train de travailler pendant 5 ans et demi. Ça a été un long temps de travail. Et la recherche, ça a été sur la mythologie des Indiens Tupinambá qui vivaient au Rio avant que les Blanches soient arrivées au Rio. Une chose que pas beaucoup de gens savent est que les premiers qui sont arrivés au Rio n'étaient pas les Portugais, mais les Français. Ils sont arrivés au Rio, ils ont fait les premiers contacts avec les Indiens qu'il y avait là-bas, ça a été les Français. Et après, on a eu une très grande guerre entre les Portugais et les Français pour prendre les dominations des Rio. Mais les choses qu'on a fait dans ce film, c'est une très grande recherche sur la mythologie de ce peuple-là, les Tupinambá. Ils non existent, mais ils sont disparus dans un grand génocide. Et le film, c'est en mode de porter les regards de cette population. On a fait une très grande recherche dans la mythologie de cette gens-là. C'est très important de dire une chose qui n'est pas beaucoup dit, c'est que la vérité, c'est que le plus grand holocauste du monde se passe en Amérique. Et c'est l'holocauste avec le peuple américain, appelé par une erreur des Indiens, parce qu'ils ne sont pas des Indes, aux Indes, donc ils appellent Indiens. C'est déjà un malentendu, parce que les Blanches sont arrivés là-bas, ils pensaient qu'il avait arrivé aux Indes, parce qu'il était en train de chercher les chamans pour les Indes. Et ils ont appelé les peuples américains, plusieurs civilisations qui parlent beaucoup de langues, ils ont appelé tout des Indiennes, les gens des Indes, mais ils ne sont pas de là. Et pendant 5 siècles, on avait plus ou moins 8 millions d'Indiennes en train d'habiter en Amérique du Sud. Maintenant, ils sont 500 000. Donc, on a tué plus ou moins 1 million d'Indiens à chaque siècle. Et ça n'est pas fini. Maintenant, les Indiens sont tués tout le temps. Je travaille avec eux et c'est très difficile parce que tout le temps, les grands producteurs, les paysans, mais pas les petits paysans, les grands producteurs ruraux, marchent sur leur terre, ils les tuent pour prendre la terre et en même temps les compagnies minéraux, parce qu'Amazonie maintenant, elle existe sur un territoire qui est plein de minéraux très chers. Donc les Indiens sont tout le temps menacés et tués encore maintenant pour cette économie. Donc c'est un holocauste très grand. On parle beaucoup de l'holocauste des Juifs en Europe. C'est très important de parler, c'est très important qu'on sache et on parle de ça, mais personne dans le monde parle de l'Holocauste des peuples américains. Ce film est un film qui a le désir de porter cette question-là et avec le respect de donner les regards des Indiens. J'espère que vous aimez le film, mais si vous n'aimez pas, on peut parler pourquoi aussi après la séance. Une bonne séance pour vous. Merci. Ça vient de deux raisons basiques. Moi, je travaille beaucoup comme un scénariste pour les autres réalisateurs. C'est le premier travail que je fais comme un réalisateur. En général, je travaille comme un scénariste pour les autres. Et quand j'avais le projet pour faire un travail comme réalisateur, comme je suis un scénariste, tout le temps je pensais à travailler avec l'animation. Parce que l'animation est comme la terre
idéal pour un scénariste, pour qu'on peut écrire quelque chose qu'on veut, qu'on n'a pas de problème de budget. Les producteurs non vont dire aux scénaristes que ça on ne peut pas faire, ça on peut faire. Et dès que je suis très jeune, que j'aime beaucoup les bandes dessinées. Et j'avais toujours le désir de travailler avec une notion parce que les bandes dessinées sont beaucoup la base de ma formation. Et aussi, dans un autre côté, c'est le désir de raconter les histoires brésiliennes qui nous sont racontées officiellement. Parce qu'on vient d'une période très longue, pendant une dictature militaire, on a eu dès les années 60 jusqu'au fin des années 70, presque 80. Et pendant ce temps-là, ils ont beaucoup travaillé en train de raconter l'histoire et toutes les histoires se sont un peu perdues. Personne ne connaît cette histoire qu'on raconte là. Et moi, j'avais le grand désir de raconter l'histoire dans un regard des gens qui n'ont pas l'autorisation pour raconter les histoires. Donc, j'ai avoir le désir de raconter l'histoire du Brésil dans un regard des Indiens, par exemple. Donc, c'est deux chemins, l'amour que j'ai pour la bande dessinée, le désir de raconter que notre monde de l'histoire brésilienne, ça c'est la combinaison qui m'a porté à commencer à faire cette film, et personne ne m'a interrompu quand on l'a fait. Alors, oui, j'avais une autre question. Quels ont été tes critères de choix sur les 4 grandes périodes de l'histoire du Brésil? Pourquoi tu as choisi en particulier ces époques? On a beaucoup travaillé dans la recherche avant pour choisir quelle période on doit raconter. Il y avait beaucoup d'histoires très intéressantes et très inconnues en même temps. Et on a décidé les épisodes, il doit avoir deux situations. Une, être très dramatique pour la dramaturgie. Et le deuxième, le plus important, c'est des épisodes qui ont changé l'histoire de notre pays. Tous les moments, le premier, quand on regarde, c'est le moment que les Blanches arrivent. Et ça a changé l'histoire, non seulement du Brésil, mais de toute l'Amérique. On avait une histoire de 4000 ans de civilisation en Amérique jusqu'à ce moment-là. Et quand les Blanches sont arrivées, les Européens sont arrivés, l'histoire de l'Amérique a changé en 500 ans dans un mode incroyable. Donc, c'est bien sûr un moment très important, un moment qui arrive les Blanches et l'impact sur la culture du peuple américain. Après la révolution des nègres, qui en a eu plusieurs, c'est seulement un de cette révolution qu'on a eu. Et toutes les révolutions ont eu le même fini. Les armées brésiliennes ont tué tous les gens, et ça se passe maintenant. Maintenant, au Brésil, on parle de la guerre nazie en Syrie, mais au Brésil, toutes les années, on a 60 000 jeunes qui sont tués tous les années. Donc c'est une guerre invisible, mais c'est une guerre très forte. 60 000 jeunes, c'est comment avoir un stade de foot plein de jeunes tous les années, et en sortie, tous sont tués avec un tir à la tête. C'est ça l'histoire maintenant du Brésil. Et 80% de ces gens qui sont jeunes, ils ont entre 15 et 25 ans, et 80% ils sont, on dit nègres, noirs. Ils sont noirs. Donc les massacres contre le peuple qui est venu, qui est porté pour faire l'économie du Brésil, qui sont les noirs, qui sont les Africains, qui sont portés, ils sont encore dans un massacre. Pas dit, parce qu'il est mélangé dans la vie, mais c'est ça la vérité. Donc le deuxième épisode, on a trouvé que c'est très important de montrer qu'ils ont tout le temps essayé de se battre pour leur liberté, mais ont été massacrés pour une violence
très grand. Moi, je trouve que le Brésil est le pays le plus violent du monde. Le numéro absolu des jeunes qui sont morts, le numéro absolu, selon la ONU, la UNITE, qui est l'organisme de l'ONU qui comptabilise ça, on est les premières places, le numéro absolu. Et le numéro proportionnel, il y a des pays en Amérique centrale qui sont plus violents. Mais on est le 5 ou le 6 dans tout le monde. Pour ça, on a décidé de raconter cette histoire. Le troisième, c'est très actuel. Et ça a encore beaucoup d'effets dans le peuple du Brésil. C'était le régime militaire, la dictature militaire, et les gens qui ont été, les jeunes étudiants, qui ont fait le plus violente résistance, et ont vaincre la dictature au début des années 80, sont arrivés au pouvoir, et à la gauche brésilienne qui est arrivée au pouvoir, la présidente du Brésil, Dilma, qui a été maintenant issue un coup d'État, on est dans un coup d'État au Brésil. Elle était une étudiante comme Janaína. Elle était la présidente Dilma, la présidente du Brésil qui est maintenant. Elle était une guerrière. Elle faisait des actions comme ça, avec des armes, tout ça, et après, elle est devenue présidente. Donc, c'est un épisode très polémique, et on a trouvé que ça va raconter. Et comme dans les bandes dessinées, chez l'animation, on a beaucoup de fiction scientifique, on avait des arts aussi, des îles, on a la possibilité de faire un voyage pour le futur. On a travaillé sur toutes les recherches qu'on a faites sur le passé pour projeter le futur qu'on va trouver. Et malheureusement, ça commence à passer très pareil avec ça. Les problèmes de l'eau, on a un problème très grand avec l'eau dans tout le monde et aussi au Brésil. São Paulo, on a eu une crise terrible de l'eau l'année dernière. Et on a une crise de l'eau dans tous les pays. Aussi parce que l'Amazonie est en train de tomber et tout le régime de pluie d'eau qu'il y a dans le Sud-Amérique, il dépend de l'Amazonie. Donc on a un problème avec l'eau. Dans les films, les sous-titres sont un peu vides. Il y a des problèmes pour comprendre tout, je crois. On dit qu'il est président des futurs, il est pasteur évangélique, un pasteur évangélique. Et maintenant, on a une église évangélique au Brésil qui prennent le contrôle sur tous les pays. Le Brésil, c'est incroyable parce que tous les gens pensent au Brésil, on pense au carnaval, beaucoup de musique, beaucoup de gens en train de danser, beaucoup de sexe. Mais maintenant, le Brésil change vers un régime fondamentaliste religieux. Pas islamique, mais évangélique. Beaucoup de gens, ça arrive maintenant à 40 millions de personnes qui sont de cette église évangélique et ils sont très conservatifs. Ils disent que les gens ne peuvent pas balayer la homosexualité, elle n'a pas certes, ils sont très violents avec ça, ils sont très violents avec les autres religions, ils tuaient même les nègres qui ont encore les religions. Et ça arrive dans les congrès, ils sont très liés dans ce moment au coup d'État qui est passé au Brésil, parce que c'est un coup d'État étrange, parce que c'est un coup d'État qui a eu la majorité dans les congrès. Mais comment on est dans un régime présidentialiste, pas le parlementarisme, où le Congrès peut changer le président, ça a été un changement du Congrès qui, pour la Constitution, le Congrès ne peut pas faire ça, changer le président. Et ils ont fait. Et qui a fait ça? C'est l'extrême droite, ensemble avec les grands partisans et avec les représentants de cette église évangélique. Et dans le film, on disait que le président va être un pasteur évangélique. Dans le film, il y a le président qui dit si on ne priait, si on ne priait pas, ça ne va pas, lui jamais. Donc, donc on a maintenant une question très forte au Brésil chez l'éducation, qui est un changement c'est incroyable.
Il dit maintenant que les profs ne sont pas autorisés à dire, à parler dans les salles d'aula quelque chose qui fait. Par exemple, quelque idéologie qui peut sembler quelque chose à gauche est punible. Mais il veut mettre dans l'école la science, qui n'est pas une science, qui est le créationnisme, qui dit que les hommes sont créés pour Dieu, comme un métier d'école. Beaucoup de gens se battent contre ça, mais ces peuples évangéliques, ils ont beaucoup de représentants dans les congrès. C'est ça qui se passe. On va vers un type de fondamentalisme, comme en Iran, comme peut-être même pas islamique. Donc le film, il parle de tous ces problèmes et fait les gens penser un peu sur la réalité qui n'est pas beaucoup montrée. Voilà. Mais je pense que les choses sont difficiles dans tout le monde. Hein. On peut voir ce qui se passe en Grèce et même en Europe, avec les droites qui avancent beaucoup, et beaucoup de discours très acceptables pour la population qui vient d'une droite extrémiste et qui n'accepte pas les autres. Donc c'est un moment difficile pour tout le monde. Aux États-Unis, on a la possibilité du président qui va gagner les élections, comment ça s'appelle? Oui, mais il est le premier, c'est un moment difficile. D'abord, félicitations pour votre film qui est magnifique, tant d'un point de vue visuel que dans le sens qu'il porte. Et dans le contexte politique que vous nous décrivez, comment le film a été reçu au Brésil? Comment a été ressorti le film? Comment il a été reçu? Par la critique ou par les commentateurs, les observateurs? Oui, ça a été très bien reçu pour les critiques, surtout après qu'on a gagné le prix à Annecy. Annecy est le festival le plus important du monde en animation. Et bon, comme tous les troisième monde, quand l'Europe dit quelque chose, ça devient vérité. Donc il y a deux moments quand le film a sorti. Les premières séances avant gagner un essai, ça a été bien, mais les critiques ont parlé bien, mais pas caloureusement, pas très. Après qu'il a gagné un essai, une deuxième situation est venue, et beaucoup de gens sont allés au cinéma, les films comme ça, et les critiques ont devenu un peu tout en train de parler très bien du film. On a apprécié quelques critiques en train de dire qu'il est trop engagé. Et il y a aussi, j'accepte ça, c'est une bonne critique. Et aussi, il y a pas des critiques, mais un sentiment pas bien de quelques critiques qui disaient qu'il était très pessimiste, un peu dystopie, on dit dystopie, le contraire d'une utopie. C'est une vision d'un futur très angoisse. C'est vrai, c'est la vision non pas seulement moi, mais de tous les teams qui ont travaillé avec moi. Parce que tout le temps, j'ai travaillé, le cinéma, c'est un travail en groupe, et tout le temps, j'ai travaillé avec les groupes qui travaillaient avec nous, les jeunes, en train de parler du scénario. Et on a changé le scénario en scène, donc je crois que cette vision, c'est la vision de tous les gens qui ont travaillé avec moi dans le film. Et ça est intéressant parce que dans les salles, le film a été bien, mais pas bien comme on attendait, ça marchait bien. Mais après, dans l'Internet, ça a devenu comme quelque chose qui a arrivé à être vu pour millions de personnes. Il a été beaucoup plus vu et commenté dans l'Internet. Il est devenu un phénomène, on est après. Et a marché bien aussi dans les salles, grâce à Annecy. Bravo. Mais pour poursuivre ma question, comment expliquez-vous qu'avec justement le prestige d'Annecy, qui est un festival français,
Le film a mis 3 ans à arriver en France. Ah bon, c'est une question petite, un petit malentendu. Moi, on avait un agent de vente brésilien qui, quand il a compris que le film a gagné un essai, il pensait qu'il va gagner beaucoup d'argent. Donc, il a pendant beaucoup de temps dit non à plusieurs distributeurs qui sont arrivés comme lui. Il disait tout le temps non, ils sont arrivés à lui. Il disait pourquoi pas? Non, parce qu'on va faire un grand vente mondial, $1 million. Jamais arrivé. Donc, le film, après, le contrat avec lui est fermé. Et avec le contrôle du film, on est en train de faire des petits ventes pour tout le monde. Dès l'année passée et cette année. Donc, le film sort ici. Il va sortir en Turquie, en Chine, ça marche. Tout le temps, en petite salle, ça est déjà en train de sortir tout le monde. Mais c'est ça la raison, on a perdu le vrai moment. Pour chance, le nom étranger, c'est Rio 2096. Et comme on a l'Olympiade maintenant, ça bouge un peu avec le film. Il y a des audiences qui... on dit, comme il a dit, que le film est un peu la biographie pas autorisée de Rio. Ça marche. Bon, j'aime l'idée que l'esprit d'une culture traditionnelle va un peu lutter, résister pour la ville actuelle et future. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé de cette histoire, de cette population? Il y a des témoignages, des documents. Il y a beaucoup de documents. Il y a aussi, sont trouvés beaucoup de documents parce que les jésuites, les catholiques jésuites, François, Claude d'Abbeville, Jean de Léry, il était pas jésuite, je ne me souviens pas exactement de quelle partie de l'église catholique il était. Il était protestant, ils sont allés au Rio, ils l'ont vécu avec ces gens-là. Vous trouvez ce livre en français. Ils ont raconté les journées, ce sont des livres très grands. Ils sont cette prière, on dit pas, prière français, Jean de Léry, Claude d'Abbeville. Ils l'ont vécu pendant longtemps avec les Indiens du Pinambá. Ils l'ont raconté tout. Les livres, ils sont incroyables, ils sont fantastiques, parce qu'il était complètement passionné pour les gens, même s'il était anthropophobe. Il y avait des costumes qui étaient très, très forts et étranges pour les Européens. Par exemple, plusieurs de femmes, en même homme, avec plusieurs de femmes. Les femmes, il y avait la possibilité d'avoir rapport sexuel, même après être marié, avec plusieurs hommes, et ça ne serait pas un problème moral, ou même un problème éthique pour un homme qui a 2 ou 3 filles avec lui. Si la fille a un rapport sexuel avec un autre homme, pas de problème, pas grave, ça n'est pas rien. Tout ça est raconté dans ces livres. Et aussi la mythologie est bien recueillie, donc on a accès à ça. Et dans un autre côté, ce groupe du Pinambá, qui est de Paris, il fait partie d'un groupe plus grand, qui sont les Tupi-Guarani, qui sont la plupart des Indiens du Brésil, et beaucoup des autres groupes sont là. Et je suis resté avec eux pendant une semaine, et en train de parler avec les chamans, et ils racontent, moi, plus ou moins la même histoire. Ils croient, en général, que les esprits des gens et les esprits de tous les animaux de la forêt sont la même chose, sont au même niveau. Il y a un homme, son esprit, dans la nuit, quand il est en train de dormir, parce que dans la forêt, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que la forêt, la vie est dans la nuit. Tous les chasseurs, tous les animaux chasseurs, pendant la journée, ils dorment. Et dans la soirée, dans la nuit, ils chassent. Donc la forêt, si tu veux regarder les animaux, il faut sortir dans la forêt.
les Indiens, ils croyaient que dans la nuit, quand les humains dorment, l'esprit sort, il va dans les jaguars, dans les oiseaux, ils croient sur ça. Ils croient qu'après que le corps est mort, l'esprit continue sa vie dans les animaux. C'est à cause de ça qu'on a raconté l'histoire comme un oiseau qui mort, mais il va pour eux. Si on raconte j'ai déjà montré ce film pour les Tupi-Guarani, c'est naturel. C'est absolument, c'est pas la magie. C'est comme un film chrétien pour les chrétiens. Il y a Jésus qui va au ciel. Comment est possible pour les chrétiens, ça va. Vous voyez, c'est complètement normal. C'est ça, c'est comme ça. Devenir un oiseau ou un jaguar, c'est ça. Et aussi les dieux, il y a dans le film les dieux Munyan, qui est un dieu qui a fait le monde et que les chamans le disent. Qui Munyan a été choisi pour être le grand défenseur du peuple. Et l'autre s'appelle Anyanga, et a une entité de la forêt, mais qu'ils disent qu'elle est l'entité responsable pour la mort. Et cette entité, ils disent, la mythologie dit, et tous les autres Tupi-Guarani encore croient sur ça, ils disent que l'entité Anyanga, elle est liée à la mort, et pour ça, cet Dieu, il mange les morts. Donc, c'est une stratégie. Il a besoin de produire la mort pour sa nourriture. Ce n'est pas un mécanisme du bien et mal comme chez nous, comme les chrétiens. C'est quelque chose, c'est comme ça, pas moral. Mais la vérité, c'est qu'Anyanga, il aime la mort. Il produit la guerre. Il produit tout qui prenne la mort pour les gens. C'est une affaire de cet Dieu Anyanga qui est beaucoup parlé dans les films. Même quand j'étais avec un chaman indien en train de parler avec lui, il y avait beaucoup de petits garçons à côté en train d'écouter. Quand je leur demandais, Anyanga, qu'est-ce que c'est? Il y avait un moment de silence. Et le chaman a dit les garçons, il faut sortir. Tous les garçons sont sortis. Il a dit, pour parler d'Anyanga, il ne peut pas rester ici parce qu'il a beaucoup de peur. Il m'a dit qu'il a peur de parler beaucoup de choses et les petits garçons, s'il a su être séduit pour cet Dieu, et il est tellement terrible qu'il réussit à faire les gens s'y tuer. Il y a beaucoup de suicides dans un peuple qui s'appelle Guarani Kaiowá. J'ai travaillé dans un autre film, live action, qui a été le réalisateur, il est italien. Le film est sorti, le film il est allé à un concours à Venise, il est sorti en France, il s'appelle La Terre des Hommes Rouges. Il est sorti ici, ce film-là. J'ai fait le scénario, Et l'histoire est l'histoire des Indiens qui se suicident. Avant, on pensait avec en train d'étudier seulement les regards des anthropologues, que ça a été à cause de l'angoisse, de qu'ils perdent la terre, que les plus grands sont morts pour les paysans, c'est tout vrai. Mais pendant moi, j'ai demandé à eux qu'est-ce qui se passe, il dit les jeunes se suicident parce que Anyanga les fait faire ça. Les conduit à faire ça. Donc, c'est une entité spirituelle très forte encore au Brésil. Et on a porté cette mythologie qui est l'arc dramatique de l'histoire, qui est cette indienne au fin du temps. Et j'ai demandé au chaman qu'est-ce qu'il faut faire. Il a dit beaucoup de mots. La réponse a pris pendant 40 minutes. Mais en général, ils disent on doit résister. On ne peut pas laisser tomber. C'est ça qu'on doit avoir pour faire, pour combattre l'entité Anyanga. C'est ça qu'on a porté comme un message du film qui vient directement de le chaman. Est-ce que vous avez continué à produire et à scénariser pour des dessins animés? Le réalisateur brésilien s'appelle Ali Abreu,
qui a fait une animation qui s'appelle Les garçons et le monde, qui a aussi gagné à Annecy, est sortie en salle ici et elle a été nominée pour l'Oscar. Il a fait des films, une animation brésilienne après la mienne. Il a gagné aussi à Annecy, il a été là nominé. Donc on s'est mis ensemble, on va faire 2 films. Premier sont la prochaine animation d'Ali Abreu et après une deuxième animation que je suis en train de travailler dans le scénario maintenant. C'est quelque chose qui va 4 ou 5 années pour arriver. Traditionnel. Oui. Vous avez dit que vous êtes quand même bossé pendant 10 ans dans le film. Et je vois un peu dans votre discours que le sujet de révolution au Brésil, des combats, ça vous intéresse beaucoup. Et moi, je suivais un peu ce film des filles qui s'appelait Lutte encore. Ah oui. Et oui, je suis brésilienne. Ah d'accord. Et moi, j'attendais pendant longtemps à la sortie de ce film. Je pourrais parler pendant le festival Inema Mundi et tout, et il n'y avait rien. Du coup, je travaille aussi avec Carlos Avelino, qui est dans le générique. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pendant l'écriture? Parce que pendant 10 ans, j'imagine que ce n'est pas forcément la même idée de base. Et si vous pouvez parler un peu de cette évolution. Oui. La façon bonne de prendre 10 ans pour faire les thèmes qui tient temps pour travailler dans le scénario. Les scénarios ont changé beaucoup. Quand j'ai commencé la production, on pensait de faire 5 histoires. Et après, on a compris que ça ne sera pas... J'ai écrit une 15e histoire et on a compris que ça ne suffit pas. Ça serait trop, encore une histoire. Et avec les groupes qui étaient en train de faire le film avec moi, on lisait les scénarios et les groupes me portaient des critiques. Ils disaient, bon, par exemple, le final, il n'était pas comme ça. Et ça est né pendant le process avec les groupes. J'ai donné beaucoup de liberté pour les groupes pour parler de ce qu'ils pensent. Donc, les versions finales des scénarios, on a fait ensemble. Le problème pour la production, c'est qu'on est déjà en production et dans une animation, on ne doit pas changer le scénario après qu'on a commencé parce qu'il y a tout un projet. Mais on a fait ça. Et le problème, c'est qu'on avait déjà un animatique tout complet, mais j'ai compris que les teams n'étaient pas heureux encore avec certains moments du film. Et ensemble, en train de parler, on a trouvé des solutions, quelques changements pour le scénario. Et beaucoup de choses que les artistes, les uns commencent à produire, nous portent le désir de changer le scénario. Donc, on a fait un travail qui a été comme un scénario qui était à live tout le temps. Mais c'est interdit pour la prochaine production, parce que ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ma petite maison de production est presque finie. Et l'histoire brisée, c'est quoi la 5e histoire? Elle est écrite seulement. Oui, mais est-ce que vous allez aborder encore un autre Oui, c'est encore, ça a été dans le période colonial encore. C'est l'histoire d'un deuxième Indien. Et on a trouvé que ça, on n'a pas besoin de ça. Ça a été fait. Oui, c'est ça. C'est une petite réduction. Alors, en fait, j'aimerais juste savoir par curiosité, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le personnage de la femme, Janaïna, c'est toujours le même prénom, et le garçon, ça change de prénom à chaque fois? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez décidé de garder le prénom de la femme et changer tout le temps? Oui, c'est comment... C'est plus une chose qui est liée à une représentation d'amour un peu platonique. On ne sait pas si le film il nous donne pas la décision si c'est toujours la même femme ou si c'est une fantaisie. Chaque fois il trouve une Janaïna qui a un nom commun, il tombe avec les souvenirs de la première.
on ne décide pas ça. Mais les noms, c'est important parce que c'est ce discours et qu'il aime toujours la même personne. Mais il change. Sur lui, ça change. Une chose qui a changé dans le scénario, ça a été sur Janaína. Si on regarde, elle est dans le début du film, comment elle se passe comme quelqu'un qui est secondaire dans la lutte. Mais au final du film, c'est elle exactement qui est la première, qui continue la lutte. Il a désisté, il a laissé tomber, mais elle est encore là, en train de lutter. On a trouvé ça comme une espèce de compréhension qu'on a des femmes. Pour moi, elles sont un peu comme ça, plus fortes que les hommes, en vérité. Et d'un autre côté, ça a aussi venu d'une situation sociologique au Brésil. Dans les familles brésiliennes, c'est très commun, dans les familles de niveau non plus bas, que les hommes s'y vont. Et la famille continue avec la femme et les filles. Et c'est tellement fort que quand le gouvernement il donne une maison, une famille, et les papiers vont pour le nom de la femme. Parce que le gouvernement a compris que les hommes prennent la maison, vendent la maison et sortent avec l'argent. Ça se passe beaucoup. Donc, le gouvernement donne les papiers en nom de les femmes parce qu'elles sont les gens qui garantissent la vie de la famille. Et maintenant, on a une grande crise économique, partout, mais aussi là-bas. Et si tu prends les autobus très dans les matins, c'est plein de femmes qui vont travailler, pas des hommes. C'est incroyable ça. Il y avait une deuxième demande. Le film est très politique, un fond politique fort. Et est-ce que cette orientation persistera dans vos prochains projets? Non, mais ceux que vous avez en route en ce moment. Oui. Maintenant, je viens de tourner un documentaire, par exemple un documentaire en réflexion, qui se passe dans une ville indienne, en Amazonie. Et c'est l'histoire d'un ex-chaman. Un homme qui, quand il est né, il appartient à un groupe d'Indiennes qui n'avait pas fait le contact avec les Blanches encore. Jusqu'au moment qu'il avait plus ou moins 20 ou 25 années, il vivait dans la forêt, dans un groupe d'Indiennes, sans le contact avec les Blanches. Et il est devenu un chaman. Et maintenant, il est un chaman qui est devenu un évangélique. Il s'arrête de faire le travail comme un chaman. Et les films, c'est sur son travail. Donc, je n'ai pas un présupposé idéologique dans mon travail. Et Marc il parle de cette situation-là. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus sur les deux films d'animation qui sont en projet avec... je ne sais pas si vous pouvez nous dire sur le sujet d'abord. Le film d'Ali Abreu, il s'appelle Les Voyageurs de Poète de Chanter. Le prochain film qui vient. Et c'est l'histoire de deux garçons qui sont perdus dans une forêt enchantée. Et on va trouver que cette situation de ces deux garçons, c'est très lié à la situation politique des pays qui sont en guerre, qui sont à côté, comme Palestine et Israël. Et je ne peux raconter beaucoup plus que ça, mais c'est en même temps un voyage fantastique de ces deux garçons et en même temps une lecture sur la situation politique des guerres. On va comprendre qu'un garçon vient d'une place et l'autre vient d'un autre, et après on comprend ça
on ne comprend plus les fantasies qu'ils sont en train de faire dans la forêt. Et mon deuxième film, il s'appelle Immortel. Je suis en train de travailler sur les scénarios. La situation, c'est en Brésil, dans le futur, dans une situation dans laquelle les gens plus grands, ils ne meurent pas. La science est arrivée à un point, donc ils sont devenus immortels. Mais le problème, c'est qu'ils ne laissent que les jeunes ont bébé. Ils sont interdits de que les gens ne peuvent pas naître parce que la population va grandir trop. Et en même temps, ils ont compris que les gens qui sont moins âgés que 25 années, elles sont terriblement contestes et dangereux. Donc, il y a une décision qu'il faut tuer tous les gens qui ont moins de 25 années. Et notre héros sont un jeune fille de 17 ans et un garçon de 16 ans dans cette situation. Maintenant, je suis en train de travailler dans le scénario. Juste une question en vitesse. Mais l'évangéliste chaman, comment il est, si vous pouvez le dire, comment ça se met en route ce type de passage? C'est ça qui se passe maintenant très fort. Je crois que je disais qui est la église évangélique qui prend tous les gens, ils vont directement à tous les peuples indiens avec des cadeaux, avec des médecins, et ils portent la message de leur religion. Et c'est très attachant. Ils laissent leur religion, donc, au moins dans le visage. Ça qu'on trouve, c'est que beaucoup disent qu'ils sont devenus évangéliques, mais quand on va ensemble, la magie de ça n'est pas perdue. Elle est là, mais elle est escondue. Et ce mouvement qu'on vit maintenant avec l'Église évangélique, il est arrivé au début de la colonisation avec les jésuites, avec tous oui, qui sont arrivés et ont fait un travail comme ça avec tous les peuples indiens. Donc il y a un très important que j'aime beaucoup, l'anthropologue François, qui s'appelle Pierre Clastres, qui parle en mot qui ça veut dire ethnocide. Ce n'est pas le génocide. Le génocide est quand la personne est morte. L'ethnocide est quand la culture est morte. Ça que les églises font, les églises qui viennent d'Europe, c'est un génocide très violent. Une PTK, beaucoup des Indiens sont en train de perdre leur vision du monde à cause de cette très agressive présence de l'église évangélique. Mais il y a beaucoup de leaders indiens qui sont très atteints avec ça et en train de produire un discours contre ça. Il y a maintenant, pour moi, le plus important philosophe du Brésil, je crois qu'il va être connu comme un des plus importants philosophes au niveau mondial, qui est un chaman, Yonaman, qui écrit un livre qui s'appelle La tombée du ciel, et qui a un discours très fort sur l'importance de leur mythologie, de leur et de la vision du monde que les peuples américains ont. Et il écrit très bien, il est en train de voyager tout le monde, en train de donner palestre. Et donc, il y a un mouvement très fort aussi de résistance. C'est un embarque. Et je suis optimiste. Je crois que même dans cette classe où je viens de tourner un film avec les Indiens qui sont presque tous sont devenus évangéliques, même là, quand on commençait à parler des choses magiques qu'il y avait avant, vient un désir très, très grand entre les plus jeunes de reprendre ça. Il comprend qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas perdre. Donc je crois que l'histoire n'est pas finie, elle s'y passe, il y a une résistance très grande, une compréhension très grande et qu'il y a un point
mode de regarder le monde. Ce livre, David Copenhague, c'est l'auteur. Je crois qu'il y a en français le livre de Copenhague. C'est un anthropologue cédric qui m'a aidé dans la recherche de nouveaux films que je suis en montage maintenant, c'est ça, avec les chamans. Et ce livre, donc il y a en français, c'est incroyable parce que, au même temps qu'il montre son regard sur l'existence, sur le monde, il y a un critique tant compréhensible et simple sur le mode de vie qu'on a choisi. C'est comme on regarde comme les grands philosophes français sont capables de faire, comme Marcuse, Guattari, c'est comme ça, mais c'est un chaman qui fait ça, mais c'est très, très puissant. Donc, je comprends qu'il y a ce développement évangélique très fort, mais il y a une résistance qui est forte aussi. Comment s'appelle le chant? Le chaman s'appelle David Copenhague Yanomami. Et le livre s'appelle, comment s'appelle en français la chute? La chute du ciel. La chute du ciel. C'est fantastique. Vraiment incroyable le livre. C'est une expérience incroyable. En voyant la lutte continuelle entre le pouvoir, on a du mal à vous imaginer optimiste. Oui, si j'ai fait le film, c'est parce que je suis optimiste. Je ne serai pas ici. Mais c'est une chose qui... Être optimiste me fait aussi être critique sur la réalité. Pas accepter toutes les choses qui viennent. C'est un mode d'être optimiste. Merci. Merci beaucoup.